C'est bon, on va y aller. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être aujourd'hui avec vous à Evolution pour parler innovation dans le domaine de l'hydrogène. Alors, pour commencer, je voulais partager avec vous ce graphe issu de l'étude Net Zero by 2050 de l'Agence internationale pour l'énergie qui a été publiée, il me semble, en mai de l'année dernière. Et pour faire ce graphe, en fait, les gens de l'Agence internationale pour l'énergie, ils ont fait une espèce de cartographie de l'ensemble des technologies, des innovations qui étaient nécessaires pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc pour chacune de ces innovations, ils ont regardé à quel niveau de maturité elles se trouvaient. Et le point qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elle montre que la conclusion, c'est que 45% de ces innovations ne sont pas à ce jour à un stade de maturité technologique qui permet d'être mis en œuvre immédiatement dans des usines ou dans des gigafactories. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui doit nous interroger, qui doit nous mobiliser aussi bien industriels que centres de recherche pour aller adresser ce point-là. Alors, côté CEA, cette mobilisation, elle nous parle beaucoup puisque elle est complètement en ligne avec nos missions, notamment répondre à un double enjeu, les enjeux climatiques, c'est-à-dire aller chercher les innovations pour aller se substituer aux énergies fossiles qui est indispensable pour aller vers le net zéro, et puis des enjeux autour de la souveraineté et puis de la réindustrialisation, notamment sur les filières autour des NTE. Et pour ça, on va notamment adresser la vallée de la mort. Alors là, c'est plutôt la montagne de la mort sur ce graphe, entre les TRL3, hein, donc les Technology Readiness Level, c'est-à-dire la maturité technologique, qui sont autour de 3 pour aller jusqu'à des TRL au niveau 7, qui sont ces niveaux de maturité qui permettent d'être transférés à l'industrie. Et pour ça, on s'appuie sur 3 piliers, sur 3 leviers principaux. Le premier, c'est bien sûr l'expertise, le savoir-faire des chercheurs et chercheuses. Le deuxième, c'est la propriété intellectuelle, hein, puisque sur ces sujets technologiques, c'est indispensable d'avoir une assise et des choses solides en termes d'IP et puis de savoir-faire. Et puis le dernier point, c'est des plateformes technologiques au niveau de l'état de l'art mondial, parce qu'on est quand même sur des sujets de haute technologie. Alors par exemple, on a une plateforme sur le photovoltaïque à Chambéry, sur l'hydrogène et les batteries à Grenoble. Et là, l'idée, c'est vraiment dans ces plateformes d'avoir des équipements qui soient quasiment les mêmes que ceux qu'il va y avoir dans les usines, dans les gigafactories, de manière à ce que nos développements soient transférables très rapidement à l'industrie. Alors, si on va regarder plus précisément l'hydrogène, alors l'hydrogène, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis 20 ans maintenant, hein. Voilà, je pense que ce soit au niveau international ou national ou international, on est extrêmement reconnu là-dessus. On a l'honneur de copiloter avec nos camarades du CNRS le programme équipement prioritaire de recherche nationale. Et puis toutes nos innovations, on les transfère vers l'industrie avec des transferts de technologies vers des jeunes entreprises. Vous avez peut-être vu Mike Horn ce matin qui annonçait la création d'Inocell qui va s'appuyer sur une technologie PEM qui a été développée chez nous. Et vous verrez sans doute Florence Lambert cet après-midi, je pense qu'elle part vers 14h, avec Genvia, qui est une joint venture entre le CEA, Schlumberger, Vinci et Vicat, qui fabrique sur des électrolyseurs sur la base des technologies d'électrolyse haute température. Alors ces exemples-là, c'est un peu, je dirais, la partie émergée de l'iceberg de nos recherches, c'est sans doute la plus visible. Mais pour arriver à ça, l'idée, c'est vraiment de couvrir par nos recherches l'ensemble de la chaîne de la valeur hydrogène. Donc on est présent à la fois côté fabrication d'hydrogène décarboné avec des technologies d'électrolyseurs, sur le stockage et la distribution, notamment avec les liquides organiques hydrogène carrier, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais aussi le stockage pression avec des réservoirs haute pression, la cryo, beaucoup de travaux aussi sur le comportement des matériaux, que ce soit les tuyaux, les réservoirs en comportement hydrogène, où il y a des comportements mécaniques extrêmement intéressants à étudier, tout ce qui est conversion, notamment avec tout ce qui est autour des technologies de fuel cell, qu'elles soient solid oxide ou PEM, le Power Twix, qui est indispensable pour aller que ce soit pour des carburants ou des molécules soutenables et décarbonées, pour aller adresser ces marchés. Il y a énormément de travaux sur les réacteurs, les catalyseurs,
tout ce qui est combinaison des vecteurs entre électricité et gaz, et puis tous les sujets autour de l'hybridation, puisqu'il n'y a pas tout ça à la fin, il va falloir fonctionner des systèmes. Et là, on aura une présentation un peu sur ce sujet de jumeaux numériques sur l'hybridation tout à l'heure, en ayant bien sûr à chaque fois en tête dans nos recherches de travailler bien sûr sur tout ce qui est performance, fiabilité, sécurité, et ce qui est vraiment maintenant dans notre ADN, c'est d'avoir une approche d'éco-innovation, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait ça, on regarde systématiquement l'aspect technico-économique. Qu'est-ce que ça va vouloir dire sur le prix de la molécule d'hydrogène, et puis les aspects analyse de cycle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de matériaux critiques? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de recyclabilité, de diminuer ses quantités, de les substituer? Ça, c'est indispensable. Et puis le dernier point, c'est tout ce qui est autour de l'acceptation sociétale de toutes ces innovations. Alors, pour aller regarder un peu plus en détail certaines de ces innovations, je vous propose deux sujets. Un premier autour des liquides organiques hydrogène carrier innovants qu'Alban va vous présenter, et puis nous parlerons de jumeaux numériques, de systèmes hybrides piles à combustible batterie. Merci. Donc je vais vous présenter un petit peu l'approche du CEA et ce sur quoi on travaille autour des liquides organiques hydrogène carrier, donc les vecteurs organiques liquides pour le transport d'hydrogène. Donc qu'est-ce que c'est pour commencer? En général, et on le voit d'ailleurs dans le salon, les gens connaissent très bien la nécessité de produire de l'hydrogène à partir d'électricité décarbonée et comment on peut utiliser cet hydrogène, quels sont les buts, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, il y a toute une partie entre les deux qui concerne le stockage et le transport de l'hydrogène, lié au fait que l'hydrogène, c'est une molécule qui est toute petite, qui a tendance à fuir un peu de partout, et du coup, c'est assez compliqué. Donc pour faire ça, il existe différentes technologies, et moi, je me focalise aujourd'hui sur la technologie donc, de transport par des vecteurs liquides. Ce qui est aujourd'hui à l'état de l'art, c'est une technologie qui est étudiée depuis une vingtaine d'années, basée sur des vecteurs aromatiques, donc des dérivés du benzène, je reviendrai ensuite là-dessus, et avec une solution qui est développée en Allemagne par une société qui s'appelle Hydrogenious Technology, basée sur le péridrodimenzyltoluène, dibenzyltoluène. En quoi ça consiste? Donc on va faire une réaction d'hydrogénation d'un vecteur liquide. L'hydrogène va se retrouver fixé sur ce vecteur liquide. On va pouvoir le stocker et le transporter comme n'importe quel carburant aujourd'hui. Et ensuite, on va pouvoir faire la réaction inverse pour récupérer l'hydrogène. Pour faire ça, sur les technologies à l'état de l'art, on utilise des catalyseurs platinoïdes sur des molécules du coup dérivées du benzène qui sont issues de ressources fossiles. Et la capacité d'hydrogène stocké, c'est de l'ordre de 6% massique. Donc nous, notre approche, c'était de se dire, ces couples-là ont été pas mal étudiés, ils ont un intérêt, mais il y a quand même plusieurs limites. La première limite, c'est que si on a des ressources qui sont fossiles pour pouvoir utiliser de l'hydrogène décarboné, on se rend compte que même si on les utilise de manière cyclique, ça reste quand même un problème philosophique. Donc notre approche, c'est de dire on va essayer de trouver des molécules qui ne sont pas fossiles. La deuxième approche, c'est de dire que les métaux platinoïdes sont quand même des métaux en forte tension et très chers. Et donc si on peut essayer de trouver une catalyse à partir de métaux plus courants, ça simplifiera les choses. Et donc on est arrivé, grâce à ça, sur un premier couple de molécules, le couple du coup 1,4-butanediol gamma-butyrolactone, qui est présenté à droite, qui a été breveté et qui a plusieurs intérêts. Donc c'est catalysé sur du cuivre, c'est un peu tendu, mais c'est quand même beaucoup moins cher que le platine. C'est des molécules qui peuvent être issues de bioressources. Ça peut être fait à partir des sucres ou même directement de la biomasse lignocellulosique. Et ce n'est pas toxique, même moins toxique que les composés d'origine, comme le toluène par exemple, qu'on connaît assez bien. Et on développe en parallèle de ça, donc ça c'est un premier couple qu'on a identifié en recherchant entre nous, en brainstormant, et on a développé toute une méthodologie pour essayer d'avoir accès à d'autres molécules qui existeraient mais auxquelles on n'a pas pensé, basées sur la modélisation moléculaire, grâce à des collègues donc, de l'IRAMIS à Saclay. Ça c'est sur l'aspect molécule. Ensuite, du coup, je vous l'ai dit, il y a tout un travail à réaliser sur les catalyseurs pour arriver à être efficace. Donc on a toute une équipe qui travaille sur la catalyse autour des réactions d'hydrogénation et de déshydrogénation, focalisée donc sur tout ce qui n'est pas platinoïde, avec différentes approches.
et en collaboration avec des laboratoires universitaires à Strasbourg et à Lyon. Et le troisième point, c'est que pour que la réaction se passe de manière optimisée, c'est des réactions qui vont dégager beaucoup de chaleur ou consommer beaucoup de chaleur, il faut des réacteurs qui soient adaptés. Et pour ça, du coup, on a tout un développement de modélisation des réacteurs pour réfléchir à des designs innovants de réacteurs qui vont permettre de réaliser les réactions d'hydrogénation et déshydrogénation le mieux possible, avec une efficacité énergétique la plus complète possible. Donc voilà pour le petit point. Si vous voulez échanger un peu plus longuement, vous pourrez passer au stand dans la journée. Merci. Merci à toi, Didier. Hybridation, jumeau numérique sur l'hybridation entre piles à combustible et batteries. Ouais. Merci François. The floor is yours. Merci. Donc là, je vais vous parler déjà de piles à combustible. Et pour vous rappeler qu'en fait, les piles à combustible sont des systèmes qui sont très complexes et surtout qui sont multi-échelles. C'est-à-dire qu'on voit en bas à droite, l'énergie, elle va être transformée au niveau des molécules. Mais ensuite, il y a plein d'échelles intermédiaires où il peut y avoir des pertes d'énergie locales dues à des mécanismes particuliers. Ce qu'on veut, c'est récupérer le maximum de l'énergie qui est transformée au niveau de la molécule pour la récupérer au niveau du système. Et donc, il y a toute une complexité multi-échelle. Et ce que l'on fait, c'est qu'on a une démarche de modélisation et de simulation multi-échelle du fait des caractéristiques intrinsèques de la technologie. Donc on part dans cette modélisation multi-échelle des molécules jusqu'au système. Donc ça, c'est une première caractéristique des travaux que l'on fait au CEA. Et une deuxième caractéristique, c'est d'avoir un lien extrêmement étroit entre cette démarche de modélisation et de simulation multi-échelle et les caractérisations expérimentales qui sont absolument fondamentales pour comprendre les mécanismes, pour pouvoir caractériser, c'est-à-dire faire des mesures qui sont nécessaires au modèle, et puis une fois qu'on a des résultats de simulation, s'assurer que ces résultats sont bons par rapport aux expériences. Donc, ces deux caractéristiques principales, multi-échelle d'une part, et un lien très étroit avec les expérimentations. Ça permet en fait de capitaliser, la modélisation permet de capitaliser l'ensemble des connaissances et de l'expertise que l'on a sur cette technologie pour ensuite la mettre au service des applications. Et je vais essayer de vous illustrer comment est-ce qu'on fait pour utiliser, mettre au service des applications toute cette expertise via la simulation. Alors ça, c'est un exemple particulier de simulation qu'on appelle des simulations de référence, que vous pouvez voir ici, où en fait on fait zéro compromis. Là, c'est le meilleur de la physique que l'on connaît. On ne fait aucun compromis sur la géométrie et on va prendre en compte l'ensemble des transferts qui ont lieu au niveau des fluides tels que vous le voyez ici, ça c'est le fluide de refroidissement, mais également le couplage avec tout ce qui se passe à l'intérieur de l'assemblage membrane-électrone, avec tous les phénomènes de transport, toutes les réactions électrochimiques qui ont lieu à l'intérieur de l'assemblage membrane-électrode. Donc ça, c'est un exemple particulier. Comment est-ce qu'on fait pour, par simulation, on utilise le meilleur de nos connaissances et ensuite, ça nous permet d'aider au design, en particulier des packs bipolaires et donc des stacks de piles à combustible. Ça nous permet donc d'accélérer les développements et d'optimiser l'utilisation dans les applications. Alors ça, c'est ce que je vais illustrer maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand on va travailler au niveau d'un système, c'est bien d'avoir des technologies qui sont performantes, mais c'est encore mieux d'utiliser ces technologies au maximum de leur capacité dans les systèmes, dans les applications. Et donc, quand on veut utiliser les technologies au maximum de leur capacité, eh bien, il faut qu'on ait une approche, si on veut optimiser, dans laquelle on va utiliser la simulation pour trouver les optimums. Alors là, typiquement, des optimums dans un problème d'hybridation, quelle est la taille optimale des objets, puis la combustible et batterie, comment est-ce qu'on va les piloter de manière optimale. Et si on veut piloter de manière optimale, eh bien, il faut qu'on travaille sur l'électronique embarquée pour avoir des capacités de dire quel est l'état du système actuellement, comment est-ce qu'il va être utilisé, quel choix je vais faire entre utiliser une pile à combustible et une batterie, etc. Donc on a besoin d'intégrer au niveau du système beaucoup de connaissances sur le fonctionnement des technos. Alors comment, dans la pratique, on le fait? C'est illustré sur ce schéma ici.
on passe par une première étape dans laquelle on va optimiser le dimensionnement du système, c'est-à-dire quelle est la taille de la pile à combustible optimale, quelle est la taille de la batterie, et aussi, une fois qu'on a ce dimensionnement optimal, comment est-ce qu'on va optimiser l'utilisation de 2 sources électriques. Quand est-ce qu'on va utiliser la batterie, quand est-ce qu'on va utiliser la pile à combustible. Une fois qu'on a ce dimensionnement et ce pilotage optimal, on va optimiser la pile à combustible, les conditions de fonctionnement optimales également. Et puis après, on aboutit au jumeau numérique du futur système. Le jumeau numérique, ça veut dire qu'on va prendre en compte toute la dynamique de chacun des composants du système, par exemple la dynamique du convertisseur, la dynamique du compresseur. Et ce qui est différencie par rapport à beaucoup d'autres, c'est que à ce niveau-là, au niveau du jumeau numérique, au niveau du stack, on va simuler vraiment les transports de matière à l'intérieur de la techno. Et ça, c'est important, en particulier dans des phases de transitoire importantes, dans des appels de puissance, par exemple. On est obligé d'aller regarder, de savoir ce qui se passe à l'intérieur des assemblages membranes et d'électrodes, par exemple. Et ça, c'est pris directement au niveau du système. Ça nous permet d'accélérer les développements, de dérisquer plein de choses lors de la phase de conception. Donc ça, c'est un exemple particulier où on travaille sur un système, un futur système réel qui va exister. On en a le jumeau numérique qui vous est représenté ici. Et en fait, dès cette phase de conception, on s'assure que le futur système il va bien fonctionner, qu'on n'a pas de problème de contrôle commande, typiquement. Et là, on s'est rendu compte, dans ce cas particulier, que la gestion de la puissance posait une difficulté particulière, c'est-à-dire que dans certaines phases particulières, on dépassait en fait la tension de la batterie, et ça nous a permis de corriger cela dès la phase de conception, avant de devoir le faire sur le système réel. Et donc, ça permet d'accélérer les développements en utilisant également du prototypage rapide, qui est une autre technique complémentaire qui permet de dérisquer les développements et d'accélérer les développements. Merci, merci Didier, merci à tous les deux. J'espère qu'avec ces exemples, vous avez vu un peu à la fois la diversité et la complexité des sujets qui sont à traiter en termes d'innovation sur cette filière hydrogène. Et je pense que vu les enjeux de l'urgence, qu'elle soit climatique ou qu'elle soit de souveraineté énergétique dont on parle de plus, mais qui existait avant, mais qui est encore renforcée avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, il y a vraiment une nécessité de mobilisation. Et pour ça, je pense que c'est important de travailler collectivement, que ce soit entre les industriels, les académiques et les centres de R&D. Et c'est vraiment des choses auxquelles on s'attache. Voilà, on en a terminé. Je ne pense pas qu'on ait de temps pour les questions. Anyway, si vous voulez échanger, discuter sur toutes ces choses-là, vous êtes les bienvenus sur notre stand. Merci à vous et puis bonne journée.